Donc je suis rentré dans les relations presse et plusieurs postes m'ont amené à occuper celui des relations publiques et relations presse pour les liqueurs des Pères Chartreux. Ah. Donc à Voiron, à une époque où ils voulaient effectivement mobiliser la presse sur leur renouveau et puis également développer le centre de visite autour des caves qui devenait un site touristique quand même assez important. Donc je pensais occuper cette fonction pendant quelques années en me disant bon, ça sera plus intéressant, les relations presse, voilà tout ça, et puis je retournerai quand même à la presse mais sous forme de chronique plutôt. Et puis les 5 ans ont passé et j'ai eu un président qui était tellement extraordinaire et qui suscitait l'éveil un petit peu de tous nos potentiels en nous, que finalement j'y suis resté, et j'y suis resté 29 ans. 29 ans aux caves, contre toute attente. Et ensuite, ce sont les Chartreux qui m'ont demandé de monter à la Correrie, donc au musée de la Grande Chartreuse, pour reprendre complètement une scénographie qui avait été changée dans les années, à la fin des années 90, 2000 à peu près, début 2000, et qui avait suscité énormément de critiques, qui était une scénographie très intéressante, très intelligente, on va dire, mais qui avait été faite par une scénographe de Paris, et je pense au dire des visiteurs que la Corrie avait perdu son âme avec cette scénographie-là. Donc les Chartreux étaient très embêtés parce que pour eux, c'est vraiment le lieu qui est le traducteur de leur vie, c'est un lieu qui leur appartient en plus, enfin entre guillemets, puisque vous savez, tout appartient à l'État, tout ce qui concerne les Chartreux. Depuis la Révolution française, rien n'est à eux, tout est à l'État, mais tout de même, la Corrie, ils ont une concession importante, et donc ils ont souhaité que je puisse renouveler cette scénographie. Ils me connaissaient quand même un petit peu depuis 29 ans, donc ils savaient que je pouvais reprendre un sillon et creuser un labour beaucoup plus spirituel que ça ne l'était. Donc voilà un petit peu mon itinéraire. Et j'ai donc quitté ma vie professionnelle il y a 2 ans, donc sur l'ouverture de cette scénographie-là, dont je crois les Chartreux sont heureux, et les visiteurs commencent à revenir assez nombreux, parce qu'il y a eu l'effet Covid aussi, et ça y est, je crois que la dernière Assemblée Générale, j'ai su que la Correrie fonctionnait bien, que les visiteurs étaient tout à fait satisfaisants et satisfaits, donc réjouissons-nous. Voilà pour moi, je suis marié, je suis père de 4 enfants qui ont entre 21 et 17 et demi. Voilà. Alors, le sujet qui nous intéressait aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet que j'ai souvent traité dans des petites conférences comme ça, des causeries, qui est important parce qu'on peut effectivement, en regardant la vocation des Chartreux elles-mêmes, et en partant de celui qui l'a initié, bien entendu Saint-Bruno, dont vous avez un portrait, voilà, derrière moi, sur mon côté gauche, à votre droite, on peut effectivement voir comment est-ce que les Chartreux sont rentrés dans le temps en ayant toujours excellé dans de nombreux savoir-faire. Alors ça peut poser question, on peut se dire, mais comment se fait-il qu'effectivement les Chartreux, qui sont ceux qui se retirent, et je mets déjà des guillemets sur ce mot, et vous comprendrez vite pourquoi, dans la solitude et par conséquent le silence, comment se fait-il qu'ils sont de cette excellence-là, et que dans tous les savoir-faire qu'ils ont exercés, que ce soit au tout début éleveurs, notamment dans tout le domaine des chèvres et des moutons, qu'ils aient été copistes, ou qu'ils aient été exploitants des sapins de Chartreuse, ou qu'ils étaient ensuite maîtres de forge. Enfin, toujours, effectivement, ils ont excellé. Donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? On avait 2 solutions. Et elles se présentent toujours à moi, avec le même dilemme. Est-ce que l'on regarde exclusivement la vocation des Chartreux pour arriver de soi à comprendre ce qui se passe, ou alors est-ce qu'on regarde tous les savoir-faire en détail, et ce qui fait l'objet d'ailleurs d'une visite guidée au musée de la Grande Chartreuse, mais au risque de ne plus trop voir
ce qu'ils vivent spirituellement et humainement. Donc j'ai plutôt choisi de faire un petit peu un mix des deux. Voilà, donc on va parler un petit peu de tout, et je pense qu'avec accepter d'ouvrir ses archives personnelles pour donner des éléments importants qui éclairent effectivement l'histoire de la Laqueur. Donc c'est l'occurrence qui nous permet effectivement de parler de ce savoir-faire. Mais si je parlais tout à l'heure de mystère, je pense qu'il faut tout de suite qu'on règle cette question. Est-ce qu'on va parler de secret ou de mystère tout au long de cette petite conférence? Si le secret est par nature quantifiable, il faut qu'on donne un petit peu des définitions bien précises, identifiable, lui, le mystère est une réalité qui est non mesurable. Donc entrons tout de suite dans ce que cela induit en posant diverses questions qui vont jalonner notre parcours. Pourquoi, par exemple, à un moment donné de l'histoire, Bruno de Cologne, le fameux Saint Bruno, fondateur sans le vouloir de l'ordre des Chartreux, est-il allé étudier à Reims? Pourquoi a-t-il vécu un instant décisif dans un petit jardin de Reims? Pourquoi a-t-il fait une promesse définitive qui va engager près de 1000 ans d'histoire? Comment se fait-il qu'en parallèle, l'évêque de Grenoble fasse un songe en lien direct avec une promesse dont il ne sait rien? Pourquoi au XIIIe siècle, Saint-Louis à Paris fait-il appel aux Chartreux et en même temps à un certain Jean de Sorbon? Comment se fait-il qu'en ce XIIIe siècle toujours, un certain alchimiste et son élève déposent les conclusions de leurs travaux sur l'art de la distillation aux Chartreux, ceux d'Espagne et ceux de Paris? Pourquoi encore un certain maréchal d'Henri IV vient-il donner à ces mêmes Chartreux de Paris un manuscrit d'élixir dont on ne sait toujours rien de l'origine? Enfin, quel rôle jouent Bruno et les Chartreux d'aujourd'hui, comme de tous les temps, dans la marche de l'humanité, et j'ose dire la marche de l'humanité? Ne sont-ils que ceux dont nous ne passons rien savoir? Quel lien y a-t-il entre un appel si spécifique à la solitude et une attitude matérielle si magnifique? Quelle est la place de leur solitude et de leur silence dans notre monde, qui est un monde de bruit, de bavardage, continu, comme vous le savez, aussi bien que moi? On pourrait même se demander quelle est leur place au cœur de la création, eux que la maîtrise des plantes a placés comme des experts en matière de plantes depuis le XIIIe siècle. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, sachez que les Chartreux travaillent toujours les plantes. Ils sont très soucieux, par exemple, de donner un développement à l'élixir. Ils se situent mieux comme à l'origine de l'élixir plutôt que des liqueurs, même s'ils sont à l'origine des liqueurs complètement, hein, c'est eux qui les font toujours, et sans les Chartreux, il n'y aurait aucune liqueur possible, mais ils se sentent plus à l'aise dans la symbolique de la réalisation de l'élixir. Parce que l'élixir, dès le départ, on le verra tout à l'heure, mais c'est un remède, c'est un alexétherme, c'est un remède, et aujourd'hui, ils ont, avec les différents témoignages qui ont été faits sur l'utilisation de l'élixir, ils se sont rendus compte qu'il y a des effets qui n'étaient pas apparus, enfin en tout cas qui n'ont pas été explicités, comme par exemple sur les tendinites, sur les coups. Et donc ils invitaient jusqu'à présent à se frictionner quand on avait un coup, mais comme il y a une base de sucre colossale, frictionnez-vous à l'élixir et puis vous verrez à quoi vous ressemblez après. Donc ils ont plutôt travaillé sur un baume, une sorte de pommade, qui va bientôt sortir, si tant est qu'ils arrivent à franchir une espèce de maquis de loi et de reloi, de surloi, qui encadre absolument tout ce qui concerne les plantes. Et bien là, je crois que nous touchons effectivement à une notion de mystère, partant d'une réalité, d'un sens du réel qui, toujours en chartreuse, toujours, s'impose avant de nous dépasser. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on parle dès à présent de la personne de Bruno, parce qu'on sait assez peu de choses de ce Bruno qui est né à Cologne en 1030. Donc Bruno, c'est un Allemand. Bruno n'est pas du tout un homme de Chartreuse qui serait venu se retirer comme cela pour rien. Alors, effectivement, on sait peu de choses de lui, mais vous savez, le peu qu'on sait, et c'est sa sainteté notamment, éclaire beaucoup l'histoire. Je pense que c'est toujours très très intéressant
de regarder l'histoire à travers la figure des saints. Non pas les saints dans l'histoire, mais l'inverse. Ça nous apporte toujours beaucoup. Donc Bruno naît à Cologne en 1030. Il naît dans une famille qui est soucieuse d'enseignement. Je ne sais pas très bien comment on le formulerait aujourd'hui, mais en tous les cas, assez rapidement, il va être envoyé dans un petit prieuré de Cunibert où il va étudier. Bruno est dès le début reconnu comme quelqu'un d'extrêmement attentif à toute forme de transmission et d'enseignement. Et puis il va aller surtout à Reims. Pourquoi Reims? Eh bien tout simplement parce que ce sont les cathédrales qui dispensent l'enseignement, et la cathédrale de Reims, elle jouit dans toute l'Europe du Nord d'une renommée très grande, parce qu'il y a une atmosphère intellectuelle qui est particulièrement renommée. Il y a 4 bibliothèques qui sont très brillantes à Reims, et à cette époque, la cathédrale est encore ce très bel édifice carolingien qui avait été embelli au Xe et qu'un incendie va malheureusement détruire en 1210. Alors, analogie intéressante, à cette époque, Reims, qui est un très grand évêché, est appelé le diadème de la couronne de France. Et Cologne, qui est aussi une ville spirituellement très forte, on l'appelle la Rome allemande. Et ce qui est touchant, et ça relève encore du mystère, c'est que ces deux pôles vont encadrer la vie de Bruno, et à un moment où il va avoir maille à retordre vraiment avec la curie romaine et avec l'Église tout entière, eh bien Cologne aussi aura les mêmes problèmes autant que Reims. Donc quand Bruno arrive à Reims, il y a un certain Gervais qui est archevêque, et c'est à lui que l'on doit cette réputation de Reims. Il a en effet mis en place 2 maîtres très fameux. Gerbert, qui est à l'origine d'un humanisme dont Reims va devenir le principal foyer, donc, comme je vous disais tout à l'heure, de l'Europe du Nord, et puis Hermann, qui est maître de grammaire, de rhétorique et de théologie. Donc il est intéressant peut-être à ce stade de voir comment au Moyen-Âge on enseignait. Donc c'est un enseignement qui se fait de manière très carolingienne, c'est-à-dire très libérale. On est encore très empreint, je dirais, des façons d'enseigner à la grecque, donc ce qu'on appelait le portique autrefois, qui consistait à débattre sur la base de textes bibliques, des pères de l'Église notamment, et des textes anciens qui faisaient autorité. Petite digression sur l'enseignement, mais ça peut faire rêver pour ceux qui imaginent peut-être mal ce qu'est peut être l'enseignement au Moyen-Âge, mais il était beaucoup plus exigeant qu'on peut l'imaginer. Il y avait surtout 2 niveaux avant l'université, il y avait le trivium et le quadrivium. Le trivium, on apprenait la grammaire, base de tout, et la rhétorique et la dialectique. Donc dès le début, on apprenait en fait toujours dans ce lignage de l'enseignement grec et du débat grec, on enseignait à s'exprimer et avoir les éléments pour pouvoir s'exprimer et tendre à une certaine forme d'éloquence. Et puis ensuite, dans le quadrivium, on apprenait arithmétique, géométrie, astronomie, et puis musique, et un art qu'on appelait un art d'agrément, parce que toutes ces matières s'appelaient des arts, et l'art d'agrément, c'était soit la peinture, soit la sculpture. Et après, on avait accès, en gros, aux universités, où là, on passait on gardait ces 7 arts majeurs, et on y ajoutait la philosophie, la théologie, le droit canonique, le droit civil, et pour ceux qui voulaient faire médecine, on bifurquait sur une autre université. Donc vous voyez, c'était un enseignement qui vous faisait quand même des personnes assez construites. Enfin, vous pouvez imaginer un peu, ça peut faire un peu de rêver. Alors à cette époque, il faut savoir aussi, quand Bruno arrive à Reims, que le débat est très très dense au sein de l'Église, notamment au niveau de la présence réelle dans l'Eucharistie. C'est un débat qui a un retentissement considérable. On n'est pas encore dans l'explicitation de la transsubstantiation. Il y a un certain Radbert, qui est un bénédictin, qui lui a mis en lumière, a formulé que le corps du Christ est présent dans l'Eucharistie, mais on ne parle pas de transsubstantiation, on parle plutôt d'un réalisme eucharistique. Et il faudra attendre après effectivement le 12e pour qu'apparaisse ce terme de transsubstantiation.
mais il faudra attendre le XIIIe siècle avec saint Thomas d'Aquin, qui lui va s'appuyer sur le concept philosophique de substance pour qu'on arrive à comprendre que la substance est une réalité qui n'est pas perceptible par les yeux et par les sens. Donc effectivement, les substances du pain et du vin deviennent substances du sang et du corps du Christ, mais invisibles de façon inapparente, sauf grâce très particulière, très particulière où ça peut devenir visible, mais enfin c'est tout à fait exceptionnel. Donc, vous voyez, on est quand même encore loin à cette époque-là de ce dogme de la transsubstantiation, mais en tous les cas, on est en marche, et tout ça pour vous dire que Bruno arrive dans une ambiance à Reims, à la fois d'enseignement et d'église, qui est très efficiente, vraiment très. Alors, quand l'archevêque se retire, il choisit Bruno pour diriger l'enseignement, parce que Bruno est passé d'excellent élève, excellent étudiant, excellent professeur notamment en théologie, et il est devenu donc ce qu'on appelle écolâtre, qui à l'époque était un mélange de directeur de l'enseignement et d'inspecteur général. Donc il occupait cette fonction au sein d'une cathédrale. Imaginez-vous quand même, en plein Moyen-Âge, on est encore dans un système de féodalité, bien entendu, donc sa charge, elle est considérable, et il a évidemment tout ce qu'il faut pour pouvoir, en termes de revenus, assumer cette charge. Donc Bruno, qui va tout abandonner à une certaine époque, il a tout connu en termes de confort, il a une maison, il a une domesticité, il jouit d'une considération de Reims qui est extrêmement importante, et il a une trentaine d'années à ce moment-là. Donc c'est une charge qu'il va garder pendant très longtemps, pendant à peu près 20 ans. Alors, toujours est-il que chez ce Bruno va se construire au gré de son enseignement, au gré de son rayonnement dans Reims, et vous imaginez bien que c'est quand même en lien avec des qualités personnelles qui sont éminentes, et bien il va se révéler surtout par sa manière d'enseigner. Et je crois que Bruno fait vraiment partie des personnages qui, à mon sens, seraient vraiment heureux de redécouvrir à notre époque, parce que on voit au cours de son histoire qu'il a touché quantité de personnes pendant son temps d'enseignement. Et notamment, il y a pas mal d'évêques, et même un pape, qui sont passés par Bruno, notamment le futur pape Urbain II, qui ont été touchés par lui, par sa science, par l'influence qu'il avait sur les élèves. Et donc, quand on parle d'influence, ce n'est pas seulement par l'enseignement, mais c'est par sa personne, par sa personnalité, qui les tire par une très grande exigence, à la fois vers une très grande ouverture de cœur, et à la fois en les tirant vers le haut, vers une très grande exigence pour les vérités du mystique et du ciel. Je crois qu'il avait un don particulier quand on lit toutes les biographies qui ont été faites de lui. C'est ce qui ressort tout le temps. Et je pense qu'il avait un don particulier pour l'amour d'amitié au sens elredien du terme, au sens de saint Elred, c'est-à-dire être capable d'aimer d'un véritable amour, mais avec les exigences de l'amitié. C'est-à-dire sans la possession, la juste possession que suppose l'amour, notamment l'amour conjugal. Donc ça, c'est quelque chose qui éclairerait ô combien notre temps, qui confond un petit peu tout. Donc on appelle Bruno le maître surpassant tous les autres maîtres, le docteur éminent. Alors l'archevêque Gervais meurt en 1067, et c'est important parce qu'à partir de ce moment-là se met en place souvent une sorte de combat. Gervais, en effet, est remplacé par un certain Manassé de Gournay, dont l'avidité ne va cesser de causer des ravages dans l'Église, parce que nous sommes dans une époque en plus très troublée par ce qu'on appelle la simonie, qui était ce commerce des charges. On achetait ces charges épiscopales, toute charge peut être achetée par n'importe qui, marié ou pas, aucune importance. Donc c'est une grande bataille, et Manassé de Gournay se défend, bien entendu, contre Bruno, qui veut absolument, avec certains de ses compagnons, qui veut absolument que l'Église puisse gagner le combat contre la simonie. Mais Bruno perd la partie, et lui et ses amis sont totalement calomniés. Ils passent de ce statut préférentiel
à un statut eh bien, de paria, et ils sont obligés de quitter Reims, ils sont même lâchés par le pape lui-même. Donc un moment absolument terrible dans la vie de Bruno, mais vous savez, souvent dans certaines marches de l'histoire, comme ça, où il y a des gravités essentielles qui sont en jeu, eh bien, les premières parties sont tout à fait remportées par le mal d'une manière ou d'une autre, et c'est tout à fait ce qui se passe pour Bruno, qui va être dépouillé de tous les signes de sa réussite. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui va néanmoins servir Bruno, parce que vous voyez bien que déjà à travers ça, à travers ce dépouillement obligé, il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a quelque chose qui est en train de travailler Bruno par le fond, finalement. Mais Bruno, il se perfectionne à travers ça. Et vous disant ça, je pense à la remarque que faisait un philosophe chrétien du fin 19e, début 20e, qui a beaucoup marqué son temps, qui est Jacques Maritain. Et Jacques Maritain, qui avait été également ambassadeur au Saint-Siège, et qui expliquait qu'il n'existe de personnalité parfaite au sens d'accompli, hein, pas parfaite au sens des valeurs humaines, que chez les saints, parce qu'ils l'ont trouvée sans la chercher. Je relis vraiment sa phrase parce que tout est pesé. Il n'existe de personnalité parfaite au sens d'accompli que chez les saints parce qu'ils l'ont trouvée sans la chercher. Ils cherchaient Dieu seulement. Et c'est vraiment le cas de Bruno. Conclusion de cet épisode, le cynisme à la Ségournay est déposé finalement par le concile de Lyon en 1080, et notre Bruno est mystérieusement, vous voyez, c'est un peu comme les trompettes de Jéricho, à un certain moment, tout s'effondre, et puis le bien apparaît dans toute sa... Les échafaudages tombent, et on voit la vérité, et Bruno, tout d'un coup, est qualifié de maître en toute honnêteté de l'église de Reims. Voilà. Mystère encore, comme j'ai dit tout à l'heure, à Cologne, c'est les mêmes troubles, les mêmes problèmes. Alors c'est alors qu'on va proposer à Bruno la charge d'archevêque. Donc il a absolument un boulevard devant lui, et Bruno va refuser. Alors qu'est-ce qui se passe pour que Bruno refuse? Est-ce que c'est simplement un sentiment, bon, vous m'avez bien eu, maintenant débrouillez-vous, enfin, vous pourrez imaginer plein de choses, ou j'ai bien d'autres choses à faire? Pas tout à fait. Tout d'abord, il y a, encore une fois, l'incidence des courants de l'époque. On est en effet en 1070 environ à cette époque-là, et on est rentré dans une période qui est très portée par un courant eschatologique, c'est-à-dire on est vraiment dans une période qu'on dit millénariste, c'est-à-dire qu'on est persuadé que le Christ va venir dans sa gloire, donc l'histoire, le temps s'achève et se transforme, et que le plus important, c'est de se préparer dans la prière, et beaucoup vont partir dans les cloîtres pour se préparer à cette venue du Christ. Et on dit d'ailleurs que bien des hommes sont partis au couvent, qui eussent été d'excellents évêques, mais ils sont partis pour ça. Toujours est-il que Bruno est fils de son temps, et lui aussi est imbibé, transpire un petit peu de ce climat eschatologique, et lui aussi, eh bien, il va être attiré par le cloître. Mais là où c'est particulier, c'est qu'il y a pour le moment, en 1070, rien qui vraiment attire Bruno dans la forme. Tout ce qu'il sait en tous les cas, et ça c'est les quelques lettres qu'on a de lui, elles sont infiniment précieuses parce que c'est comme des ouvertures sur son âme, eh bien on sait que chez lui c'est très clair, la contemplation, et là on va rentrer dans un des vifs de notre sujet, la contemplation passe avant le service et l'action visible de l'Église. Je dis bien visible, ce qui signifie qu'il existe bel et bien un service, une efficacité, et là on touche à l'excellence des Chartreux, on commence à y rentrer par le plus profond, une efficacité qui procède d'autre chose, et Bruno a choisi celle-ci. Cet aspect est en effet déterminant pour comprendre pourquoi, au fond, les Chartreux ont toujours ce souci d'être à la pointe du don qui leur a été fait. Et cherchant toujours à honorer les dons qui leur ont été faits.
En fait, c'est ça, le des choses. Ça, c'est vraiment notre thème. Donc, ils ont excellé parce qu'ils sont les fils de leur temps, d'une part, ce qui les rend observateurs, scruteurs de leur temps, ils viennent du monde comme à toute époque. À un certain moment, ils le quittent, on verra ce que ça veut dire quitter le monde pour un Chartreux, mais ils en viennent. Donc ils sont faits du monde. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ils sont faits, ceux qui arrivent à Chartreux, ils sont faits du portable, ils sont faits d'Internet, ils sont faits de tout ça. Mais c'est le même état, c'est le même transport d'eux-mêmes qu'ils font pour aller en Chartreuse. Donc, ils voient leur temps avec le mal, la souffrance, la contradiction, le combat des hommes qui a toujours eu lieu, mais non pas en restant à la surface des choses, encore une fois. En fait, je reprends une expression du révérend père Don Dismas il y a quelques années, qui disait qu'ils étaient des transmetteurs d'impulsion. J'ai beaucoup aimé cette expression. Donc ça vous dit déjà qu'il y a quelque chose de décisif, en fait, dans leur place en tant que contemplatifs. Alors, il se passe aussi à cette époque que, face aux formes de vie de bien des abbayes quasi brillantes durant les recherches de paix, parce qu'on est quand même dans des époques qui sont houleuses, Cluny par exemple, la recherche d'une vie dépouillée attire beaucoup. Et puis enfin, un élément de taille, un vaste mouvement de contact personnel et direct avec Dieu s'affirme. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la prière des offices, qui rythme la vie monastique, même si c'est toujours le cas aujourd'hui, bien entendu. Ça rythme aussi la vie des prêtres. À la Chaise-Dieu, par exemple, à cette époque-là, on ménage un temps de prière aux moines pour la méditation individuelle, qui est un premier stade de la méditation. On parle beaucoup de méditation actuellement, mais la méditation chrétienne est un premier stade d'un autre qu'on appelle l'oraison, qui est le cœur à cœur avec Dieu, qui est cette bascule qu'on peut faire de l'étude de tout ce qui a marqué et fait la vie du Christ à ce cœur à cœur avec lui, prenant conscience qu'il est présent en vous. Bon, ça, c'est l'oraison. On n'est pas encore dans la vie d'oraison du Carmel qui va naître au XIIIe siècle, au temps de Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, au XVe, XVIe, mais c'est quand même ça. Alors, je vais oser quand même vous dire une chose importante sur ce cœur à cœur, parce que c'est quand même, c'est pas sans lien avec la prière du Chartreux, pour mieux comprendre en quoi se tenir dans la profondeur origine et impulse l'action. L'un comme l'autre pourrait nous expliquer que la création, le monde, l'humanité, que tout cela, ça tient uniquement, que c'est ce que vous dira un Chartreux en tous les cas, que tout ça tient uniquement par l'amour. Le mot clé, en fait, c'est celui-ci. Ce qui impulse tout, c'est l'amour. Et que, chrétiennement parlant, mais c'est au-delà, parce que même nos frères juifs vivent tout à fait la même réalité, nos frères musulmans aussi, mais les forces physiques, sismiques, organisationnelles de l'univers présupposent l'exercice d'une harmonie dont le visage le plus abouti, le plus indicible, c'est effectivement l'amour incarné. L'axe vital du cosmos, c'est l'amour. Si on supprimerait, si l'amour, si Dieu cesserait, je ne vais pas vous faire une conférence de mystique, mais tout de même, si Dieu cessait d'aimer, cessait d'être Dieu, tout s'effondrerait. Et plus rien ne tiendrait. Tout tient uniquement par l'amour. Il y a un certain théologien qui s'appelle Urs von Balthasar qui explique merveilleusement bien ça, qui est très sensible à ça. Alors vous voyez qu'au regard de ça, je ne dis pas qu'il n'est pas important d'être soucieux du devenir de la planète, pour reprendre une expression bien de notre temps, mais notre planète, c'est une chose, c'est une création, donc elle aura une fin. C'est Jean-Paul II lui-même, Saint Jean-Paul II lui-même, qui disait que Dieu laissait aux hommes, c'est à peu près ça, il laissait aux hommes
le loisir d'exercer leur liberté pour conduire les événements, mais que Dieu se réservait le droit souverain d'intervenir pour conduire l'histoire à son terme. Alors, après, on peut croire, ne pas croire, adhérer, ne pas adhérer, refuser, accepter, c'est un autre débat. Mais au niveau où nous en sommes, nous, et dans le thème que nous abordons ce soir, c'est important de projeter ce regard sur ce qui semble effrayer le monde aujourd'hui. Mais il n'y a aucune raison. Aucune. D'abord, le monde tient dans l'amour, donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Et puis, il y en a eu des événements dans l'histoire de la planète. Je fais une petite parenthèse. Depuis quelques années, je suis convié à un jury pour un salon du livre de la montagne. Et j'étais invité à une réunion sur tout cela qui avait lieu à Chamonix. Et arrivant à Chamonix, je vois évidemment le glacier des Bossons, que vous connaissez tous comme moi. Et puis, ça faisait quand même quelques temps que je n'étais pas allé à Chamonix. Et je vois ce glacier des Bossons, je m'arrête. Donc c'est quand même sublime, mais tout de même, je me rends compte qu'il en manque une grande partie. Et pendant cette réunion, j'échange là-dessus, et il y a une dame, une Norvégienne, extraordinaire, qui me dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Mais le glacier des Bossons, il reviendra, tout comme il disparaît, mais il reviendra un jour. Il y aura sans doute une autre période de glaciation qui arrivera. Enfin, elle me dit, moi je suis beaucoup plus inquiète sur les espèces animales qui disparaissent complètement. Mais j'avais c'était autre chose. Mais j'avais beaucoup aimé cette relativité, pas ce relativisme, mais cette relativité qui permettait de resituer un petit peu tout ça, toutes nos angoisses, nos inquiétudes, nos affolements, dans quelque chose de plus vaste. Je ne dis pas qu'elle a complètement raison, mais ça fait du bien. Enfin, je trouve que ça détendait un petit peu. Donc, se tenir dans la plus grande profondeur, se tenir au plus proche de la présence de cet amour, donc de Dieu, c'est se tenir au plus proche de l'homme. Enfin, là, vous voyez, ça semble logique. Et en étant ces priants plus proches de l'amour de Dieu, ils sont à la racine de l'action, transmetteurs d'impulsion. L'action, elle démarre parce que l'amour bout et crée, je dirais presque, une sorte de décharge électrique qui fait qu'en effet, l'homme devient agissant. Ça veut dire que Bruno inaugure sa vie monastique par la certitude que Dieu a quelque chose à dire à ce qu'il cherche et qu'il aura finalement à dire aux Chartreux dans toute l'histoire du temps et dans l'économie du salut pour savoir qui ils sont. En fait, ce qui blesse presque Bruno, Saint Bruno, au sens d'une blessure d'amour, c'est qui je suis dans le regard de Dieu. Alors là aussi, je fais une petite parenthèse, mais ceux qui sont des jeunes pères, je vous invite vraiment à être attentifs à qui sont vos enfants. Pas qu'est-ce qu'ils vont faire, qui ils sont. Moi, c'est une chose à laquelle j'ai toujours été très très attaché, et on a toujours, avec mon épouse, fait en sorte d'éclairer non pas ce que nos enfants voulaient faire, mais qui ils étaient par leurs qualités, leurs défauts, leur aptitude, leur faiblesse, leur fragilité, leur richesse, qui ils sont. Et c'est un certain Michelin qui a beaucoup appuyé ça aussi, en disant que l'éducation devrait favoriser la découverte de qui nous sommes. Référez-vous à ce qu'on a dit sur le trivium et quatrivium et interrogez-vous, est-ce que ces deux temps d'enseignement ne favorisaient peut-être pas la connaissance de qui nous sommes. Donc, Bruno est inquiet de savoir qui il est dans le regard de Dieu. Alors, un Chartreux vous dirait que Dieu donne de toute façon la grâce, tout ce qu'il désire. Donc la grâce, pas seulement les moyens, mais la grâce, c'est-à-dire un mélange de détermination et puis d'onction, une forme de laisser-passer finalement, pour arriver à être qui on est. Donc il y a un savoir-être qui va engager un savoir-faire. Alors à ce stade, on a un petit peu deux chemins qui s'ouvrent à nous, c'est Bruno, et puis exclusivement Bruno et la vocation, ou encore une fois, un savoir-faire, on a choisi celui des plantes. Bon,
on va prendre le temps quand même un petit peu de parler de la solitude et du silence, parce que c'est trop important de savoir que vit un Chartreux. Mais avant, il y a deux événements importants auxquels je suis très attaché dans la vie de Bruno, qui sont deux événements majeurs, probablement du temps de sa disgrâce. Donc lorsqu'il a dû prendre congé de Reims, il passe une soirée dans une petite maison qui appartient à un de ses amis qui s'appelle Adam. Et Bruno raconte qu'effectivement, dans la maison d'Adam, il la nomme ainsi, il y a un épisode qui est relaté dans une de ses lettres et qui va vraiment décider de sa vie. Alors, je vous lis ce passage de cette lettre parce que c'est trop beau, et vous allez voir, tout à l'heure je parlais d'amour, d'amitié, donc vous allez voir qu'effectivement, à ce temps-là, on n'était pas dans de la camaraderie, mais on parle des choses très clairement. Hein. Alors, il parle à un certain Raoul, qui est cet ami bien-aimé, et il lui dit « Te souviens-tu, toi que j'aime ?» Il ne dit pas « Oui, toi qui es mon bon ami, toi qui es mon bon pote, je ne sais pas quoi. Te souviens-tu, toi que j'aime ?» Nous étions un jour tous les deux en compagnie de Foulquois-le-Borgne dans le petit jardin de la maison d'Adam, où je logeais alors. Les plaisirs trompeurs, les richesses périssables de ce monde et les joies de la gloire sans fin, me semble-t-il, occupèrent un moment la conversation. Alors, enflammés du divin amour, vous voyez, l'électricité qui prend, nous avons promis, nous avons fait vœu et nous avons décidé de quitter sans délai le siècle fugitif pour nous mettre en quête des réalités éternelles, etc., etc. Cette lettre nous donne presque l'image de ce que sera la vie en Chartreuse. Le petit jardin de la maison d'Adam, c'est déjà la solitude et le silence de la cellule d'un Chartreux. Alors, plus, cette lettre nous fait contempler un petit peu le paysage intérieur de Bruno. C'est vraiment un moment de feu pour lui, qui décide de tout. Mais vous savez, je pense qu'on a tous, donc qui pose son choix, qui va s'expliciter, mais qui pose son choix. Mais je crois qu'on a tous une petite maison d'Adam dans notre cœur et notre mémoire, parce que si vous regardez bien votre vie, quel qu'en soit l'état où vous en êtes de votre vie, eh bien, on pose quoi? 2, 3 choix essentiels, mais peut-être plus. Mais il y a toujours quelque chose qui reste éclairé et qui marque ce moment du choix. C'est le moment du choix de notre conjoint. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est notre petit jardin de la maison d'Adam. Le choix de notre métier, le choix de notre lieu de vie. Toujours, on peut lui relier des circonstances, et qui fait qu'on pourrait parfaitement décrire notre petit jardin de la maison d'Adam. Et puis le second, c'est sa rencontre avec Hugues. Alors, vous le connaissez peut-être, mais je le rappelle pour ceux qui le connaissent moins. Bruno a une cinquantaine d'années à l'époque, hein, c'est plus un tout jeune homme, on est en 1084. Et Hugues, lui, en revanche, il a 27 ans. Donc on dirait que Hugues est un peu un papabulé. Donc c'est un homme qui a une très grande renommée aussi, et puis qui a pris position pendant le combat contre la Simonie de façon assez péremptoire. Et Bruno a eu à connaître ces positions-là. Donc il est très désireux de connaître Hugues. Alors pourquoi est-ce qu'il arrive ici? On peut se poser cette question. Pourquoi? Il descend de Reims, il fait un arrêt en Champagne, il fait un essai chez les bénédictins, il sait qu'il y a une possibilité d'ermitage chez les bénédictins, mais il reste très peu de temps, il s'arrête à la Chaise-Dieu, bon, ça ne lui convient pas, et il continue avec quelques amis, et il redescend. Pourquoi? Sans doute, on pense, attiré par les montagnes du Dauphiné, parce que, bon, qui dit montagne dit solitude, et que lui, ça devient de plus en plus clair en lui que cette contemplation, elle passera par une solitude. On verra tout à l'heure qu'est-ce qui fait le cœur de cette solitude. Et il arrive effectivement à Grenoble, parce que c'est le chemin le plus normal que d'aller voir l'évêque. Hugues, de son côté, a fait un songe, vous le savez. La grande différence entre les rêves et les songes. Vous rêvez? Est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous vous souvenez longtemps de vos rêves? Voilà, vous avez tout dit.
c'est ça. Le rêve, on ne se souvient pas longtemps. Un songe, la Bible en est truffée, l'Ancien Testament est truffé, il y a des éléments qui ne passent pas. Et quel était le songe de Bruno? Le libellé exact d'Hugues, est celui-ci. Il a vu Dieu se construire pour sa gloire, une maison en terre de chartreuse, surmontée de 7 étoiles. Bon, notre Hugues, il vit avec ça, comprenant pas très bien ce que c'est. Chartreuse, il voit très bien. Le massif ne s'appelle pas Chartreuse encore. Il y a un lieu dans le massif qui s'appelle Chartreuse, qui veut dire champ troussé, et qui est exactement le lieu actuellement de tout ce qu'on appelle le vallon de Chartreuse. Pourquoi? Sans doute parce qu'il y avait dû avoir, parce qu'il y aura encore en 1032, des éboulements de blocs rocheux très importants qui ont troussé, qui ont renversé toutes ces grandes prairies du vallon. Donc on l'appelle Chartreuse. Donc il voit cet endroit, il le situe très bien. En plus, à l'époque, il y a déjà un embryon de petites communautés qui étaient désertées, mais il y a une petite église, c'est l'emplacement de la Corrie actuelle. Donc Hugues situe très bien cet endroit, mais le reste, il ne comprend pas. Donc vous imaginez ce qui va se passer. Quand Bruno va arriver à Grenoble et devant l'évêque, c'est une véritable visitation qui se passe. Parce qu'il y en a un qui arrive avec un songe, donc une perception, et l'autre qui arrive avec un appel. Donc les deux vont véritablement exulter, à tel point que sur le champ, quasiment, Hugues part avec Bruno, avec évidemment tout un convoi de gendarmes, d'aide, pour aller dans ce lieu de Chartreuse. Parce que pour lui, c'est évidemment, c'est ça. La maison surmontée de cette étoile, c'est ça, puisque Bruno et ses compagnons sont 7. Donc c'est parfait. Vous savez, on est dans une époque aussi où on croit très vite. Ça, c'est une grande richesse. Alors, avant de terminer ça, je vous raconte une petite histoire que vous ne verrez écrite nulle part, parce que c'est vraiment trop beau. Et qu'un révérend père m'avait raconté une fois. On dit que lorsque tout ce qu'on voit est arrivé dans ce vallon de Chartreuse, donc on va dire à peu près au niveau de la Corrie, puisque vous situez tous à peu près ce lieu, Hugues aurait dit, évidemment ce sont des conditionnels, Hugues aurait dit, c'est ici. Et Bruno, qui ne connaissait pas du tout la Chartreuse, aurait répondu, non pas du tout, plus loin. Alors on repart, les chevaux, les ânes, enfin surtout les ânes et les mulets, on repart, on continue à monter, et arrivé à peu près au niveau du monastère actuellement, Hugues de dire à nouveau, bah, c'est ici. Et Bruno de continuer à dire non, plus loin. Et donc là, à ce moment-là, il rentre dans la forêt, et il monte jusqu'à un endroit que vous connaissez sans doute, qui s'appelle la chapelle Saint-Bruno ou Casalibus, aussi, il y a 2 lieux. Et là, quand la forêt était inextricable, et qu'il n'y avait, qu'en levant les yeux, un trou de ciel bleu, eh bien, Bruno aurait dit, c'est ici. Ce qui voulait dire symboliquement que pour Bruno, la seule sortie qu'il imaginait de sa solitude, c'était le ciel, c'était la vie éternelle. Et donc, ils sont mis à construire bel et bien, ici, quelques cabanes, et puis vous connaissez la suite. Et puis ensuite, il y a eu cette avalanche, éboulement de 1032, où là, les Chartreux sont revenus, on va peut-être redescendre un peu quand même, on va peut-être quand même jouer de prudence, et le monastère a été construit. Alors, on enjambe un petit peu maintenant ces fameuses arrivées de Bruno en 1084. Et puis plus tard, 6 ans après, c'est très peu, hein, l'appel d'Urbain II, du pape, donc qui était son élève, et on est en plein schisme avec les évêques d'Avignon, enfin c'est gros problème dans l'Église, donc l'Église est coupée en deux, et effectivement Urbain II appelle à lui Bruno pour bénéficier de son conseil, pour bénéficier effectivement de cette intelligence, de cette clairvoyance dont il avait fait l'exercice et l'expérience pendant tout son temps à Reims.
et puis aussi parce que je crois qu'il avait besoin, enfin d'après ce que les biographes disent, c'est probablement il avait besoin justement de cette vie contemplative à ses côtés, parce qu'il allait devoir poser des actions fortes et qu'il fallait qu'il eût à son côté justement ce foyer de contemplation qui allait lui permettre de prendre peut-être les bonnes décisions. Et puis bon, à un certain moment, Bruno, vous le savez, demande, sentant son office rempli, demande de repartir en Chartreuse. Le pape refuse. Alors il ne refuse pas parce qu'il ne veut pas être gentil avec Bruno ou quelque chose comme ça. Il refuse parce qu'il veut garder ce foyer de contemplation près de lui. Et ils avaient quitté Rome à ce moment-là. Ils étaient dans le sud de l'Italie. Et donc il propose à Bruno de rester dans le sud de l'Italie. Et ça sera la Chartreuse de Calabre, qui existe toujours aujourd'hui, et où Bruno mourra. Et où le feu prendra, parce que la Chartreuse va ne plus cesser. La grande Chartreuse va continuer. Mystère. Les Chartreux sont complètement perdus sans Bruno. Enfin, tous ses compagnons désespèrent de lui, songent même à quitter le premier monastère. C'est pratiquement chose faite. Il négocie un rachat avec Cluny. Donc, vous voyez, tout semble s'effondrer là-haut. Tout semble s'effondrer. Mais un petit peu comme le sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. Et c'est quand les choses paraissent se perdre complètement que tout d'un coup, les choses s'éclairent encore une fois. On dit que, c'est ce qui s'est passé pour les Chartreux, qu'il faut passer de la confiance en une promesse à la confiance en l'auteur de la promesse. Retenez ça parce que c'est très beau. C'est ce qui s'est passé avec Isaac. Dieu n'a pas éprouvé Abraham pour l'éprouver, ça n'a pas de sens. Mais il voulait lui faire passer d'une confiance en une promesse, vous voyez, qui était quelque chose, encore une fois, du monde, à la confiance en l'auteur de la promesse, en Dieu seul. Et c'est ce que Dieu cherche à faire tout le temps, même avec nous, même si nous ne le savons pas. En fait, il veut nous faire passer de la confiance en tout ce que nous pouvons être et faire, en la confiance en lui seul, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc c'est ce qui se passe pour les Chartreux, et du moment où ils vivent ça, ils comprennent ça, donc et bien ça y est, le feu prend aussi en Chartreuse, et ça ne cessera pas. Ça ne cessera pas, puisqu'il y aura avant la Révolution, de 200 monastères en Europe, en France particulièrement, mais dans toute l'Europe, 2500 religieux, 1300 frères, 170 religieuses qui naissent au XIIe siècle en Provence. Alors, à ce stade, on peut essayer de donner un peu plus d'épaisseur à cette vocation, justement, en s'arrêtant uniquement sur la solitude et le silence. La solitude, elle s'incarne dans ce lieu que vous voyez derrière vous, cette photo d'une pièce de la cellule d'un Chartreux, qui est exactement ce qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est une photo qui a été réalisée par un photographe qui a travaillé pour la nouvelle scénographie du musée de la Grande Chartreuse. Alors cette pièce où vous voyez au fond un lit, une table, un petit poêle, c'est une des 4 pièces de la maison d'un Chartreux. Vous savez qu'une cellule en Chartreux, ce n'est pas une pièce, c'est une maison et un jardin attenant. Pourquoi 4 pièces? Parce que sinon, ça serait complètement carcéral. Donc c'est pas possible, et que l'équilibre justement d'un homme suppose, en solitude, suppose qu'il ait de l'espace. Donc cette solitude, elle va s'incarner dans cette pièce-là, qui est la pièce principale de vie, qui s'appelle le cubiculum. Et qu'est-ce que c'est? Alors, un Chartreux, effectivement, il a quitté le monde, mais il l'a emporté avec lui. Il l'a emporté pour prier en permanence avec lui. Et on va y revenir tout à l'heure. Donc ça veut dire que sa solitude, c'est donc pas l'exclusion du monde. Déjà ça, c'est un primat qu'il faut entendre. Un Chartreux ne fuit pas le monde, il ne tourne pas le dos au monde, il l'emporte encore une fois avec lui.
Alors, cette pièce, cette solitude, c'est le lieu du rendez-vous. Je ne peux pas vous dire autre chose que c'est ça. C'est le lieu du rendez-vous. Un Chartreux, c'est un amoureux. Ça fait des hauts et des bas, mais c'est un amoureux de Dieu, et donc il a rendez-vous avec Dieu. La solitude, c'est son lieu de rendez-vous. Bon, vous avez tous été amoureux, on l'a tous été, on l'est encore, et nos rendez-vous, on s'en souvient, on ne les ratait pas. Vous êtes d'accord? Bon, un Chartreux, il ne va pas quitter son rendez-vous. Donc il va rester effectivement dans ce lieu du rendez-vous. Si vous cherchez à voir un Chartreux pour autre chose que ça, c'est peine perdue. Et si un Chartreux vient chercher autre chose que ça en Chartreuse, il part très vite. Je pense à une toute petite histoire qu'un procureur nous racontait d'un jeune qui est arrivé, qui attendait, que ça faisait des années qu'il parlait de la Chartreuse, il avait écrit, il avait fait sa lettre au prieur, donc il attendait, il allait rentrer. Et il arrive effectivement pour sa première retraite, on l'a conduit dans une cellule, et le procureur le laisse en lui disant « je reviens d'ici 2 heures pour vous apporter, je ne sais pas trop quoi », et il revient, plus personne. Il était parti. Parce que je pense qu'effectivement, il n'était pas venu chercher ça, et que s'imaginer que dans 50 ans, il serait toujours dans la même pièce, qu'il y aurait toujours la même table, qu'il y aurait toujours le même poêle, avec toujours la même vue, c'était pas possible. Donc vous voyez, on ne peut pas chercher autre chose. Le silence, les Chartreux ne font pas vœu de silence. Parfois, quand on m'en parle, on me dit oui, mais alors, ils parlent quand même un petit peu, ils disent quelque chose. Je dis, mais un Chartreux ne fait pas vœu de silence. La solitude entraîne le silence, bien entendu, et la solitude engage presque une onction de silence, c'est évident. Mais si vous voyez un Chartreux le lundi quand il sort pour leur promenade, leur grande marche hebdomadaire, et que vous les croisez et que vous dites bonjour, ils vont vous dire bonjour avec un sourire jusque-là. C'est évident. Enfin, voilà. En revanche, il ne va pas chercher, en effet, à parler plus que cela. Le silence, pour lui, c'est tout simplement ce qui lui permet d'entendre et de réentendre en permanence ce qu'il est, et surtout le oui qu'il a donné, et le oui qu'il doit redonner chaque jour. Je pense à différentes définitions qui ont été faites du silence. Il y a peut-être des choses qui peuvent nous faire toucher du doigt, que nous aussi, peut-être, nous aurions, et c'est en cela que les Chartreux ont quelque chose à nous dire aussi, que nous aussi, nous aurions peut-être une dimension de silence, peut-être à revivre. Vous savez que le cardinal Sarah, que vous voyez tous qui est, hein, c'est cet homme noir qui a une parole très forte, hein, et qui nous invite, ça fait peut-être 2 mois qu'il a écrit ça, qui nous invite tous, quasiment comme une mesure de sauvegarde de notre humanité, à faire du silence en nous protégeant du trop d'informations. Il nous demande de nous déconnecter. Alors il précise bien, j'aime beaucoup ça, non pas par lâcheté, mais par protection de nous. Donc vous voyez, on a quelque chose à entendre. Victor Hugo disait que l'immensité s'écoute. Le silence, c'était ça. C'est l'immensité qui s'écoute. Très beau. Très beau, très beau. Et un certain Corbin, qui a beaucoup écrit sur le silence, qui dit « Nous venons tous du silence ». Donc je crois qu'on a un petit travail à faire. Et puis, l'autre point, pour terminer sur la présentation des Chartreux, avant de passer le plus vite possible sur la distillation, il y a le fameux office de nuit. Ça, c'est pour vous faire vraiment toucher du doigt qu'un Chartreux, il emporte le monde avec lui. De minuit à 3 heures du matin. Vous savez que le Chartreux, il se couche, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça, hein, mais le Chartreux, il se couche à 19 h, il se relève à 23 h 30, il a un tout petit office, une prière à la Vierge à 23 h 30,
dans sa cellule, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il a un petit oratoire dans son cubiculum, et la cloche, l'usage de la cloche en chartreuse procède d'un véritable code, et la cloche appelle tout le monde au même moment pour la même chose. Donc c'est un seul homme finalement qui se trouve à genoux dans l'oratoire à un moment donné. Dans 23h30, c'est petite prière. Après, tous se rendent à l'église pour ce grand office de nuit qu'est matinée et laude, donc où on bénit la nuit et on bénit le jour qui vient. Et un chartreux donc reste de minuit à 3h. Et après, à 3h, il revient en cellule et il se recouche jusqu'à à peu près 6h30, 7h. Un chartreux vous dirait, concernant l'office de nuit, qu'il est, il y a 3 choses, qu'il est debout devant Dieu pour le monde. Retenez ça, debout devant Dieu pour le monde. Et tout l'office de nuit est consacré vraiment au monde. Une image, je crois, qui nous aide à bien saisir ce qui se passe. Vous êtes tous, j'imagine, des pères, des grands-pères, enfin bon, et vous avez tous tenu la main de votre enfant à un certain moment dans la nuit parce qu'il n'était pas bien, parce qu'il avait de la fièvre, parce que ci, parce que là. En tout cas, moi, je l'ai fait. Et bien, un chartreux, il est au chevet du monde toute la nuit. Ça veut dire qu'un chartreux, il prie pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, et c'est cadeau. Que vous le sachiez ou pas, que ça ait une importance pour vous ou pas, que ça a un sens pour vous ou pas, que ce soit acceptable pour vous ou pas, un chartreux s'en fout comme de l'an 40, c'est son appel, il n'y a pas de relâche, tous les jours de sa vie, minuit, 3h, il est debout pour le monde. À telle preuve, c'est qu'à la fin de l'office de nuit, il y a comme une grande litanie, et toutes les grandes souffrances génériques du monde passent en revue. Pour cet homme qui est en train d'agoniser seul, Seigneur, ayez pitié de nous. Pour ces attentats qui ont eu lieu, Seigneur, ayez pitié de nous. Pour cette femme qui accouche difficilement, Seigneur, vous voyez, il y en a une vingtaine comme ça. Mais les chartreux ne sont pas les seuls à faire ça. Sur cette veille de la nuit, quand le chartreux se lève, les bénédictins se sont couchés il n'y a pas très longtemps, et quand le chartreux va se coucher, les cisterciens se lèvent pour être à 4h moins quart à leur office de matinée. Donc vous voyez, il y a une veille continue sur le monde, en permanence. Donc je crois que c'est important de vous le dire, parce que peut-être que si vous vous réveillez en pleine nuit et que vous avez comme une espèce de petite insomnie, vous n'arrivez pas, et parfois ça peut vraiment être à cette heure-là, parce que c'est une heure qui est assez fragile, minuit, 3h, et de dites-vous qu'il y a un chartreux qui prie pour vous. Alors, passez pas trop de temps à vous le dire, parce que sinon vous n'arriverez pas à vous rendormir, mais tout de même, c'est ce qui se passe. Alors, j'ai souhaité donc vous parler un peu plus du savoir de distillateur. J'espère qu'on est à peu près dans les temps. Oui, c'est bon? Oui. Bon, très bien. Alors, pourquoi la distillerie? Pourquoi le savoir-faire lié aux plantes? Alors, il y a ce que je vous disais au départ, donc ce livre, bien entendu. Et puis, oui, on s'approche de Noël, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est bien d'avoir quelque chose d'un petit peu spirituel. Mais là, on va se déporter un petit peu sur le côté festif et cadeau, avec la liqueur, donc c'est pas mal. Mais plus sérieusement, les chartreux travaillent toujours les plantes, comme je vous l'ai dit. Ils l'ont manifesté, et peut-être que vous l'avez entendu au moment du Covid, où il y a à 2 reprises, il y a quelques petites infos qui sont passées. Tout d'abord parce qu'ils ont offert beaucoup d'alcool bon, ça c'est pas le plus important, mais ils ont offert beaucoup d'alcool pour les gels hydroalcooliques, à un moment où on avait du mal à mobiliser. Donc eux, sans attendre, l'ont fait. Et puis ils ont rappelé que l'élixir, par voie interposée, ils ont rappelé que l'élixir ne soignait pas. Ils n'ont pas du tout, à aucun moment ils ont dit que l'élixir est un remède, mais que l'élixir peut participer à l'affermissement des immunités. Voilà. Donc c'était l'occasion pour eux de montrer aussi qu'ils restent ces chercheurs
sur des plantes. Alors, peut-être que vous le savez, mais généralement on l'ignore. Du XIIIe au XIXe siècle, une immense chartreuse s'étendait, pas au XIXe siècle, si au XIXe, c'est bien ça, une immense chartreuse s'étendait dans la continuité des jardins du Luxembourg. Ceux qui connaissent un peu Paris, vous voyez un petit peu les jardins du Luxembourg. Bon, vous avez les jardins devant le palais du Sénat, qui est l'ancien palais de Marie Médicis. Vous avez tous ces jardins très fleuris qui viennent d'elle, qui voulant recréer ces jardins d'Italie, de Florence, a créé ces jardins qu'on appelle aujourd'hui des jardins à la française, mais pas du tout, ce sont des jardins à l'italienne. Les jardins à la française naissent par Marie Médicis. Bref, on continue, on descend des escaliers, et là, si vous allez en direction de Notre-Dame, pour faire gros, le boulevard Saint-Michel, eh bien, vous traversez toute une partie très gazonnée des jardins de Luxembourg. Et bien là, il y avait cette fameuse chartreuse de Vauvert, et l'expression « aller au diable Vauvert » vient de là, puisque c'est les Chartreux qui, justement, en 1257, par Saint-Louis, arrivent sur ce lieu, qui était occupé par un ancien château de Robert le Pieux, et qui était squatté. En fait, on dirait ça maintenant. Et donc malfamé. Et par conséquent, il fallait assainir cet endroit, et Saint-Louis avait voulu que, en effet, un ordre monastique vienne. Et ce sont les Chartreux qui sont venus en même temps que Jean de Sorbonne, qui va créer, donc confesseur de Saint-Louis, qui va créer la Sorbonne. Vous voyez, c'est très beau de voir ça. Saint-Louis a cette présence d'esprit, mais beaucoup plus que ça, qu'il faut qu'en même temps qu'il y ait un foyer spirituel, il faut qu'il y ait un foyer de l'intelligence. Et en ça, il est très fort, parce que, vous savez, on a des puissances en nous, l'intelligence, la volonté, la mémoire, et ces trois-là, qui, si vous le regardez bien, conditionnent pas mal de choses dans notre vie, eh bien, elles sont purifiées par les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi purifie l'intelligence. Donc, ensuite, la charité purifie la volonté, et l'espérance purifie la mémoire. Mais celle qui nous intéresse là, c'est intéressant, je pense vraiment de voir ça, c'est que Saint Louis a cette prémonition qu'il faut que l'intelligence et la foi aillent de pair. Donc c'est ce qui se passe. Et le château de Robert le Pieux, il est détruit, il est occupé par les Chartreux, et ça va devenir cette fameuse grande chartreuse qui va occuper à peu près une vingtaine d'hectares au moment de la Révolution française. Et c'est là où, dans ces grands jardins qu'ils vont mettre en place, ils vont cultiver des plantes, des simples, bien sûr, au départ, des aromatiques, et puis des arbres fruitiers, au point qu'ils vont devenir des extraordinaires commerçants d'arbres fruitiers dans toute l'Europe, jusqu'à la Révolution française, au point d'en vendre des milliers dans toute l'Europe. Encore une fois, vous voyez, on s'intéresse aux plantes, don de Dieu, on s'intéresse aux arbres fruitiers, don de Dieu, donc il faut l'honorer, donc on devient des experts. C'est pas plus compliqué que ça. Chez eux, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ça tout le temps. Mais avec toujours ce que vous savez, voilà, d'où vient l'électricité de l'expertise, ça, vous le savez maintenant. Et ils arrivent d'ailleurs à un tel savoir-faire en matière de culture des arbres fruitiers, que Napoléon Ier, donc l'empereur, va souhaiter offrir aux Parisiens la connaissance de la taille des arbres fruitiers. Et depuis, d'ailleurs, tous les dimanches matins, vous pouvez encore aller au jardin du Luxembourg, et les gens du jardin vous proposent un enseignement de taille des fruitiers. Donc les Chartreux développent une très grande connaissance de toutes ces plantes médicinales, et c'est pas étonnant, par conséquent, qu'au XVIIe siècle, à peu près en 1605, 1610, on ne sait pas très bien, un maréchal d'Henri IV, François Annibal d'Estrées, remette aux Chartreux de Paris la recette d'un élixir
qui a dit le nom de 130 plantes. Alors pourquoi eux? Eh bien, au XIIIe, comme je vous le disais déjà, au tout début, deux alchimistes de renom, un certain Arnaud de Villeneuve et puis son élève Ramon Loul, confient les conclusions de leurs travaux d'alchimistes acquis aux Chartreux, et notamment aux Chartreux d'Espagne et de Paris. Donc c'est clair que les Chartreux sont perçus comme les spécialistes et sont regardés avec leur érudition en matière de plantes. Alors ce manuscrit, qui existe bel et bien, dont il a été fait pas mal de copies, et aujourd'hui les Chartreux travaillent sur évidemment une transcription de ce qu'ils gardent encore comme une des premières copies de ce maréchal d'Estrées. Il semblerait que ce soit la liste des plantes médicinales connues de l'époque. Il semblerait. Mais il n'y a absolument rien de sûr. Moi, il y a une théorie que j'aime beaucoup, parce que c'est assez intéressant. La famille d'Estrées est bien entendu une famille qui s'est croisée. Et il n'est pas interdit de penser qu'à Constantinople, peut-être au moment du sac de Constantinople, peut-être ont-ils rapporté quelque chose qui associe toutes ces plantes. Vous voyez, peut-être un texte, sinon une recette là-dessus. Enfin, on ne sait pas, on ne sait rien du tout. Alors, très vite, les Chartreux vont travailler le manuscrit. On s'est toujours demandé est-ce que les Chartreux avaient fait l'élixir tout de suite à Paris ou pas. Mais maintenant, on en est absolument sûr, les Chartreux travaillent tout de suite. Et le simple fait qu'ils aient installé, par exemple, une distillerie en 1614, une apothicarie plutôt à Vauvert à cette époque-là, et que c'est bien dit sur une copie du manuscrit, ça suffit à prouver qu'effectivement ils ont travaillé tout ça. Mais même si les premières productions, on peut dire, n'ont pas été parfaites, un premier élixir a déjà existé à Paris, et je crois même que Marie Lesinska, donc la reine, l'épouse de Louis XV, a utilisé cet élixir contre une intoxication avec les huîtres. Marie Lesinska était une passionnée d'huîtres et elle engloutissait ses huîtres et un jour, donc c'est les Chartreux qui auraient soigné la reine. Et puis il est même précieux, déjà cet élixir à l'époque, parce qu'il y a une annotation en question qui ajoute qu'il ne faut pas que la recette sorte jamais de la cellule du révérend père. Vous voyez, on la protège déjà cette recette, mais elle en sortira pourtant, puisqu'en 1736, un certain Don Lafarge, qui est prieur de la Chartreuse de Saint-Hugon, qui était près d'Alvar, doit se rendre à Paris, et à son retour, il s'arrête à la Chartreuse de la Sylve. La Chartreuse de la Sylve, c'est près de chez moi, c'est vers le lac de Paladru, c'est au Pin, c'était au Pin exactement, maintenant il n'en reste plus grand-chose, sinon les bâtiments du 18e. Et là, il apprend qu'il a été élu prieur de la Grande Chartreuse. Le prieur de la Grande Chartreuse, encore une fois, c'est celui qui est responsable de toutes les chartreuses du monde. Et c'est ce qu'on appelle le général de l'ordre. Et en 1737, donc à cette époque-là, donc juste un an après, arrive à la Grande Chartreuse ce manuscrit de l'élixir. Une copie, bien entendu, mais c'est tout de même à l'époque un cahier de 12 pages. Et on peut affirmer qu'en 1737, donc, première date qui est sûre, la recette entre dans l'histoire au sens moderne du terme, c'est-à-dire avec des témoins qui sont avérés. Donc voici notre formule qui arrive à la Grande Chartreuse, ça y est, elle commence à être en chartreuse, vous voyez, c'est quand même assez tard, et très vite les frères vont la travailler, notamment un certain Jérôme, mon frère Jérôme, qui va lui consacrer 12 ans de sa vie. Il va énormément renouveler la formule de l'élixir pour rendre le produit plus agréable à la vue, parce que jusqu'à présent c'était quelque chose d'un peu rougeâtre, marronâtre, mais là, avec le travail de ce Jérôme, on parle d'un beau vert d'herbe un peu jaune, et puis il devient beaucoup plus alexéter, c'est-à-dire qu'il lutte contre les poisons, toute forme d'empoisonnement. Et puis un exemple aussi de la complexité de la formule et donc du savoir-faire des Chartreux, et qui explique aussi pourquoi ça s'est pu se développer en montagne, pour préparer une eau de vie qui est la base de l'élixir, et sans aucun goût, donc une eau de vie absolument pure, il fallait la distiller au bain-marie, et pour obtenir un produit parfaitement pur, encore une fois,
appelé esprit. Il fallait mettre sur le condenseur, ce qui va refroidir la distillation, il fallait mettre de la glace ou de la neige. Donc, où trouver ça mieux qu'en Chartreux? Et puis on arrive donc voilà, à une date essentielle, c'est 1764, et le manuscrit, presque bref maintenant, donne la recette définitive de l'élixir, celui qu'on a toujours aujourd'hui. On est passé de 12 pages à 6, et il aura fallu quand même 27 ans pour obtenir l'élixir de notre temps. Alors, qu'en reste-t-il de la recette d'origine? On pourrait se le demander. Eh bien, tout, parce que si les Chartreux ont complété, ajusté, retouché, les 130 plantes demeurent. Vous savez que ces 130 plantes, celles de la recette du maréchal d'Estrées, ce sont toujours celles d'aujourd'hui. Les Chartreux disent que dans certaines familles, il y a pu avoir quelques modifications. Mais on ne sait rien de plus. On sait même que ce ne sont pas que des plantes, qu'il y a, je crois, des écorces, des lichens. Donc, vous voyez, c'est multiple. Mais tout ça, ça demeure, et surtout demeure, et ça aussi c'est intéressant, l'esprit du mystérieux auteur du manuscrit, qui est celui d'un probable patient chercheur, qui était rodé à toutes les techniques alchimiques et subtilités alchimiques du Moyen-Âge, et dont la pensée s'impose, et s'impose encore aujourd'hui. Alors on a naturellement supposé qu'une fois cette étape franchie, les Chartreux avaient poursuivi les recherches pour aboutir aux liqueurs d'aujourd'hui, parce que là, on n'est pas encore dans la chartreuse verte et la chartreuse jaune. Or, les recherches qu'on a faites pour ce livre montrent clairement que ce n'est pas du tout ça, parce qu'il y a eu, ce qu'on n'a pas du tout le temps d'évoquer bien sûr, mais la révolution de 89 et la première expulsion. Et que donc les Chartreux avaient bien autre chose à faire en rentrant en Chartreuse. Vous savez que les Chartreux sont rentrés d'exil de la Révolution en 1816 par une ordonnance de 2018. Donc, toute cette période révolutionnaire, pour eux, elle n'a été, et cette période post-révolutionnaire, elle n'a été pour eux qu'une période à la fois de rachat, enfin d'achat par l'État, de confiscation, je cherchais le mot, par l'État du monastère, mais aussi une vente de tous leurs biens. Les Chartreux, encore, je vous redis, aujourd'hui, n'ont strictement rien à eux. Au moment de la Révolution, ils avaient 15 000 hectares. 15 000 hectares autour. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, c'est pas parce qu'on y passerait la nuit, mais ce n'était pas 15 000 hectares pour être tranquille, c'était 15 000 hectares qui venaient du système de fondation. J'en dis pas plus. Aujourd'hui, ils ont à peine, je crois, à peine 1000 hectares, à peine, et qui est une concession qui est faite par les domaines. Ce n'est pas du tout à eux, encore une fois. Donc, en 1816, la pauvreté du monastère est extrême quand ils reviennent, donc ils ont bien d'autres chats à fouetter que d'aller s'occuper de transformer un élixir en autre chose. Et puis, ça répondait un peu à votre question que vous posiez sur les Chartreux et l'état de l'Église après la Révolution. En fait, ils sont dans une période qui est très délicate, parce que très délicate, pas tant pour eux que pour les Grenoblois et les Isérois, mais surtout les Grenoblois et ceux qui est dans les banlieues, c'est qu'évidemment, tous ceux qui ont acheté, tous leurs biens ont été achetés par ces gens-là. Une grande partie de leurs biens. Donc, ces nouveaux propriétaires sont très mal à l'aise. Ils sont très mal avec les Chartreux. Donc, ils sont chez eux, on est chez nous, on gère ce qui maintenant nous appartient. Donc, il y a une sorte, même l'Église, donc il y a une sorte de quasi-indifférence. Et petite chose sympathique aussi, intéressante, qu'est-ce qui va casser la glace et qui va être décisif, c'est qu'il va y avoir 2 incendies très importants. Un à Saint-Pierre-de-Chartreuse et un à Saint-Laurent-du-Pont, en 1840 et quelque chose comme ça, ou même avant, 30 je crois, 34. Et les Chartreux ne vont écouter que leur courant électrique, hein, que leur cœur, et ils vont prendre tout ce qu'ils ont comme monnaie, comme pièces dans leur monastère, et ils descendent aider effectivement tous les sinistrés de ces incendies, au point même de prêter la correrie pour le temps que les sinistrés le souhaiteront pour les héberger, etc. Donc tout ça, vous pensez bien que ça participe de ce dégel radical qu'il y a avec la population iséroise.
Mais donc, il travaille néanmoins à partir de cette époque, et notamment en 1826, donc seulement ce mois-là, et il note qu'il commence à trouver comment rendre potable l'élixir pour en faire un élixir de table. Donc, c'est pas encore complètement la liqueur, mais on s'y achemine, et ce sont les balbutiements. Et en 1840, eh bien, apparaît bel et bien cette nouvelle réalité, parce qu'ils comprennent très bien qu'ils peuvent à ce moment-là faire autre chose que quelque chose de strictement médicinal. Et apparaît le nom définitif de chartreuse verte. Donc ils auront mis au point aussi une chartreuse à base de mélisse dont vous aurez entendu parler, enfin les connaisseurs de chartreuse surtout, c'est la chartreuse blanche, qui n'avait pas grand intérêt, sinon intérêt un petit peu anecdotique et historique, mais c'est pas plus que ça, qui titrait 43 degrés. Et ils font aussi une chartreuse qui a aussi 43 degrés, qui elle va connaître un secret immense, qui est la chartreuse jaune, et qu'on appelle la reine des liqueurs. Il se passera plus tard en 48 qu'une armée va cantonner près du monastère. Ils vont demander d'être reçus à la Grande Chartreuse. Ils sont même invités à déjeuner à l'hôtellerie. Là, les fameux militaires en question sont quand même assez consternés de voir l'état de pauvreté très réel des Chartreux, avec leurs habits raccommodés. Enfin, c'est pas terrible. Leur repas qu'on leur sert est quand même assez frugal. Et puis à la fin, tout de même, le révérend-père arrive et propose d'offrir la dernière née, donc la fameuse liqueur jaune. Et là, c'est l'extase de tous, et les militaires en question disent que partout où ils iront, ils parleront de la chartreuse. Alors, est-ce l'événement majeur qui a fait que la chartreuse s'est développée de façon considérable? J'en suis pas si sûr, mais en tous les cas, c'était quand même des relations publiques très importantes pour eux. Ce qu'il faut se dire tout de même, parce que ça on ne le sait pas, c'est que dès 1841, où les revenus effectivement de la chartreuse commencent à devenir plus réels, et puis en 48 encore plus, il y a une scission qui se fait au sein de l'ordre. Ça, on est à 10 000 lieues d'imaginer, mais il y a un énorme problème. C'est que pour les chartreux, le plus important, c'est d'avoir un moyen de subsistance, comme ça a toujours été, qui leur permette de faire face à leurs besoins, à leurs dépenses, à leur, voilà. Et que là, ils sont en train de gagner plus qu'il ne faut. Donc ça colle pas. Ça va pas, c'est plus, donc non, ça va pas. Et il n'y a pas de raison. Et à côté de ça, vous voyez, il y a une pression qui commence à monter, tout à fait comme aujourd'hui. Donc il y a une pression qui commence à monter parce qu'on veut de plus en plus. La liqueur de table connaît effectivement un succès grandissant. Et que faire? La scission est si réelle qu'il y a vraiment une enquête que Rome est saisie. Il y a une enquête, le pape est saisi, bien entendu, et on va arriver, je vous le raconte de façon un petit peu plus courte, mais il y a un décret qui sort en 1863, donc c'est de Pie IX, qui recommande en effet aux Chartreux de réduire leur fabrication, de réduire de moitié, et on va commencer par un quart. Or, à cette époque-là, vous voyez que la Providence va jouer des grands tours, à cette époque-là, à Rome, il y a le séminaire des Français qui doit répondre à pas mal de vocations. Donc, on fait appel à tous les ordres monastiques, et on fait appel notamment aux Chartreux. Et les Chartreux de dire, ah ben non, on ne peut pas, les décrets, donc nous, on ne peut pas. Insistance du séminaire français, du directeur du séminaire français, toujours est-il que ça va très loin, et à tel point qu'on suspend le fameux décret, qu'on invite tout de même les Chartreux à refaire de la liqueur pour avoir des revenus et aider le séminaire des Français. Et ils vont les aider jusqu'en 1901. Vous le savez, c'est la date, on arrive des associations, puis après, par conséquent, on arrive à 1903, date de l'expulsion, de la seconde expulsion des Chartreux. Mais les Chartreux ne vont cesser de donner au séminaire des Français, à tel point qu'ils auront donné, tenez-vous bien, 760 000 francs or. Je le relis parce que c'est quand même une somme assez vertigineuse, ce qui fait en équivalence d'euros 3 millions d'euros.
Voilà. Donc, ça nous laisse un petit peu pensifs. Cette chartreuse jaune, d'ailleurs, je fais une petite aparté. Aujourd'hui, les chartreux, depuis à peu près 3-4 ans, refont cette chartreuse jaune titrante 43 degrés. Donc, si aujourd'hui vous voulez avoir vraiment une très très belle chartreuse, moi je vous invite non pas à faire la course impossible auprès d'une VEP qui coûte une fortune d'ailleurs, parce que vous n'en aurez pas, pratiquement pas, parce que les chartreux n'arrivent pas à répondre à cette demande, et ils ont bien raison, ils ne veulent pas se transformer en distillateur à tout craint, ne faire que ça. Eh bien, achetez la chartreuse jaune traditionnelle, la plus simple possible, c'est une merveille. Voilà. Donc, qu'en est-il près de 200 ans plus tard? Eh bien, on serait absolument incapable de fabriquer la moindre chartreuse. Alors, vous le savez, depuis 2018, du fait du renforcement de la réglementation européenne, la distillerie n'est plus à Voiron, mais à Aigues-Noires, à Saint-Laurent-du-Pont. Comme je vous disais tout à l'heure, sa vente est en hausse constante. Les chartreux préféreraient vraiment que ce soit autrement. Parce que, suite à cette, vous l'avez compris, mais suite à cet événement de scission et puis cette histoire du séminaire des Français, les chartreux ont compris que ce qu'ils gagnaient par la vente de la chartreuse n'était pas que pour eux. Et c'est là où la Providence a joué. Qu'en fait, c'était pour répondre à tous les besoins qu'on pouvait leur présenter. Et aujourd'hui encore, c'est toujours cette même dynamique. Les chartreux reçoivent en permanence des sollicitations d'associations, de pays en difficulté, de tout un tas d'événements qui supposent une aide financière. Donc, voilà, si les chartreux ont gagné de l'argent, et en gagnent encore, mais ils en gagnent pour aussi faire vivre 23 monastères aujourd'hui. On n'est plus aux 200 de la Révolution française, hein, la Révolution d'avant la Révolution s'est fait plaisir à les faire passer à une vingtaine. Eh bien, il y a quand même 500 moines lémoniales dans le monde, et il faut faire vivre tout ce monde. Et la vente de la chartreuse n'y suffit pas. Tous les monastères sont invités aujourd'hui à avoir une petite activité en propre, mais néanmoins, c'est la source de revenus majeure. Alors, pour terminer, je crois qu'on peut se dire, en revenant à notre sujet principal, que de regarder le lien existant entre l'appel des chartreux, la qualité de leur savoir-faire, eh bien là, on peut vraiment être à leur écoute et faire mieux que de les connaître, peut-être apprendre un peu d'eux, comme je le disais tout à l'heure, de cette solitude, de ce silence. Vous voyez un petit peu comme quand on écoute le bruit de la mer, quand on a un coquillage dans son oreille. Bon, moi je vous invite, quand vous repartirez chez vous, ce soir chez vous, d'avoir cette image et de vous dire, est-ce que j'écoute le silence qui est en moi? Est-ce que je n'obtiendrai pas une plus grande liberté par rapport à tout ce qui m'entoure, en ayant mon oreille sur le silence, et peut-être parfois en acceptant ma solitude? Je le disais, et je conclurai avec ça, je le disais à des jeunes qui venaient beaucoup à une époque, enfin une époque, non, il y en a toujours beaucoup, mais qui venaient au printemps visiter la Corrie, et je leur disais, vous savez, avec le silence, vous êtes complètement vous-même. Si vous êtes dans votre silence, vous êtes en vous, et vous vous connaissez vous-même. Ça rejoint ce qu'on disait aussi au départ, mais la devise des chartreux qui continue à les accompagner, vous la connaissez, hein, la croix demeure stable tandis que le monde tourne. Je crois que par la solitude et le silence, elle nous permet de mieux envisager ce tournoiement du monde en permanence, qui a été de tout temps, et sur lequel, que l'on soit chrétien ou pas, que toute l'humanité, tout homme, de toute façon, est potentiellement déjà propriétaire de la vie éternelle. La croix demeure stable tandis que le monde tourne, ça veut dire que quelle que soit votre vie, qui que vous soyez, la rédemption vous est acquise, le ciel vous est absolument acquis. Donc, terminons par cette note joyeuse
Le ciel est à nous. Voilà. Plutôt que de nous plaindre de la planète, moi je vous dis, le ciel est à nous. Bravo. Voilà, j'étais un peu long, je suis désolé. Ah, il fallait. On a été ravis de vraiment. Oui. Et puis ça arrive au bon moment. Vraiment, le Seigneur est bon parce que ça arrive au bon moment et juste avant de fêter la naissance du Christ, c'est magnifique. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Et Merci. Anne-Françoise, quand elle était étudiante, a vendu de la chartreuse à Voiron. Donc dans ma belle famille, je ne sais pas pourquoi, je disais à Vincent qu'on penchait plutôt pour la verte, et donc je n'avais jamais pu vraiment bien regarder la jaune. Tu vois, là, je pars avec l'idée de m'intéresser à la jaune. Mais vous aviez raison de vous intéresser à la verte, parce que jusqu'à ces 4 ou 5 ans, je sais pas très bien, la jaune était un peu le parent pauvre. Elle titrait 40 degrés, elle était un peu entre nous, elle était un peu fadasse. Ouais, alors on disait que c'était la liqueur pour les femmes. Ce qui est absolument faux, parce que moi je me souviens au cave, le nombre de femmes qui à la dégustation demandaient, alors elle demandait un petit peu comme ça, là, mais quand même petite verte. Mais depuis qu'on est arrivé à la chartreuse jaune à 43, vraiment, je vous assure, il y a quelque chose de moins agressif, de plus rond, un peu de la pâtisserie, mais tiré par cette densité en alcool. Ah oui, non, vraiment, achetez-la. Il y avait une veste de garde, non C'est la VEP. C'est la VEP. Ah, c'est la VEP, pardon. C'est la fameuse VEP qui Extrêmement devient vieillissement exceptionnellement avant. Ah voilà, je me souviens d'une soirée. Mais qui est très dur à trouver maintenant. Qui est très dur pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire que la demande est telle que les chartreux ne peuvent pas répondre à ces demandes. Pourquoi? Parce que le vieillissement exceptionnellement prolongé, on ne sait pas, ça fait partie du secret de la liqueur, mais on peut dire que c'est au moins 10 ans, sinon plus. Ah, d'accord. Ou on frise les 10 ans, ou c'est 10 ans. On va faire vieillir dans sa propre cas. Eh bien si. Ah bon? Mais si, là vous dites une chose très pertinente, c'est que moi je vous invite aussi à acheter votre liqueur quand vous le pouvez et à l'oublier dans votre cave. Parce que la liqueur vieillit en permanence. Chose qu'on ne savait pas très bien jusqu'en 89, parce qu'en 89 il y avait cette distillerie à Tarragone dont vous avez entendu parler, on l'a évidemment pas évoqué, ce n'était pas le sujet, mais à partir de 89, quand cesse Tarragone, sont rapatriées toutes les chartreuses qui restaient encore là-bas, qu'on appelait des Tarragones. Les conditions de vieillissement étaient différentes pour la Tarragone. L'alcool de base était un alcool de vin, donc c'était un produit qui avait quand même certaines spécificités et un côté très réglissé. Et ce sont les sommeliers qui se sont emparés de ça et qui ont fait prendre conscience aux chartreux et à Chartreux Diffusion que cette liqueur qui a vieilli plus que de raison à Tarragone, elle avait gagné en subtilité et qu'elle était beaucoup plus riche. Donc on s'est rendu compte tout d'un coup que toutes les chartreuses anciennes qu'il pouvait y avoir, et que les chartreuses en vieillissant continuaient d'évoluer. Elles ne sont pas seulement stockées, voilà, puis, elles continuent d'évoluer. Alors leur couleur peut varier si on ne les protège pas effectivement de la lumière, mais ça peut devenir des produits si intéressants qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Tarragone à la vente de par Chartreux Diffusion, ça n'existe plus, mais en revanche, vous en trouvez encore sur eBay, vous pouvez tomber dessus, et la spéculation, c'est une folie. Vous pouvez trouver des chartreuses Tarragone à 10 000 €. Ah bon? Donc moi, je vous engage à garder vos liqueurs. Elles sont authentiques? Ah oui, tout à fait. Elles ne sont pas décapsulées. Les VEP ne sont plus vendus. Alors si, mais avec des quotas qui sont extrêmement sévères. Je pense qu'à Voiron aujourd'hui, en vue de Noël à la boutique de Voiron, il n'y a plus de VEP, c'est fini. Ah bon? Ah oui. C'est très très difficile. Alors, ils ont tout essayé pour réduire, pour freiner la demande. Seulement le problème, c'est là ils sont victimes de leur excellence. Les Américains. Il faudrait qu'ils soient un peu mieux. Les Américains, c'est un marché énorme, énorme.
énorme. Dans 23 États, c'est des croissances à 2 chiffres. Mais alors pourquoi les Néo-Zélandais sont-ils les premiers consommateurs au monde? Ils l'étaient. Ils l'étaient. Ils l'étaient, ils ne le sont plus, parce que la législation en Nouvelle-Zélande, comme en Australie, c'est draconien. Vous ne pouvez même pas boire Ah oui. un verre de vin, c'est... Enfin, j'exagère, mais on n'est pas loin de ça. Donc ils l'ont été, hein. Ils ont été les leaders dans la consommation de la chartreuse comme base de cocktail. C'est dommage quand même. Je connais un bar. De mélanger. Oui, De mélanger. oui. Avant, pour On va les chinois, pour les cocktails aussi. on vend essentiellement de la chartreuse. Ah oui, oui, oui. Donc, oui, en plus, il y a eu Alors, ça. est-ce que c'est une sorte de sous-traitant ou est-ce que c'est un entrepreneur qui a décidé de monter ça de son plein gré? Ah non, non, ce sont vraiment, les bars à cocktails font partie vraiment de la clientèle de Chartreuse Diffusion, très très importante, oui, parce que la chartreuse verte, alors là je vous rejoins, la chartreuse verte s'avère être une base du cocktail extraordinaire, parce qu'elle va révéler, si vous voulez, les composantes des autres produits. C'est ça, son art. Ça crée beaucoup de pollution nocturne sonore dans mon quartier à l'époque. Mais normalement, avec la chartreuse, vous pouvez difficilement aller jusqu'à ce stade-là, parce que quand même, elle reste très chère. Très très chère. C'était une manière aussi, pourquoi elle est très chère? Parce que les chartreuses, justement, cherchent à freiner. Et ça marche pas. Ils en gagnent davantage. Les gens Oui, continuent à mais ils acheter. redistribuent davantage. Non, mais Par conséquent. Vous voyez, s'ils gagnent davantage, en fait, ils touchent comme une royalty sur le savoir-faire. Donc, plus il y a de ventes de liqueurs, effectivement, plus ils touchent de royalty, et plus ils peuvent répondre aux demandes tous azimuts du monde entier. Parce qu'en fait, J'aimerais vous poser une question sur j'habite à Voiron, donc je suis allée plusieurs fois visiter l'exposition. Oui, Et lorsque la chartreuse a déménagé à Éloigny, oui. on a modifié l'exposition. De Voiron? Oui, à Voiron. Et je trouve que c'est sinistre. Ah bon? Très bien. C'est détestable. J'aimais beaucoup l'exposition antérieure. Chaque fois que j'y allais, j'apprenais quelque chose de nouveau parce qu'il y avait tellement de choses, tellement d'informations sur les voyages, sur la manière dont on